Bonjour Alain Jacotot. Bonjour. Alors vous êtes ancien chef du service des nouvelles des marchés. Vous l'avez été de 98 à 2006, si ma mémoire est bonne. Oui. Et ce service, il est devenu le réseau des nouvelles de marché. Alors, question, comment tout ça a démarré ? Tout ça a démarré au début des années 50 et d'une façon qu'il n'est pas très facile de reconstituer maintenant. En tout cas, les marchés, notamment des produits périssables et notamment des fruits et légumes, étaient extrêmement désorganisés à cette époque. Pas d'organisation économique, des marchés peu structurés et les crises étaient relativement permanentes. Donc à cette époque-là, il a été jugé utile, voire indispensable, d'essayer de mieux observer les prix de ces produits de manière à renseigner les opérateurs économiques et les administrations sur ce qui se passait. Alors au début, fruits et légumes, et après ça s'est ouvert à d'autres produits. Après ça s'est ouvert à d'autres produits, l'horticulture, le porc et les produits de la charcuterie, les œufs, la volaille, encore que la volaille, on n'a jamais été extrêmement présent, c'est souvent des élevages intégrés, ce qui est difficile de pénétrer en termes de cours. Mais ça s'est bien développé, sachant que par ailleurs, au milieu des années 60, pour le secteur de la viande bovine et de la viande ovine, c'était l'Onibev, l'un des ancêtres des composants de France Agribert, qui avait ce travail en charge. Et comment ça se passait ? C'était des inspecteurs qui allaient voir, c'était des gens, ils vous téléphonaient, comment ça se passait concrètement ? Alors, progressivement, ce sont des agents du service qui ont été implantés dans toutes les grandes zones de production de produits périssables, notamment les zones de production du sud de la France. Et ce sont ces agents, qui étaient en général des techniciens agricoles, qui avaient une formation de technicien, qui allaient voir les opérateurs pour les interviewer. Bon, beaucoup par téléphone également, bien sûr, mais il y a toujours eu ce contact physique, cette relation physique entre l'enquêteur et l'opérateur économique. Mais les données, elles restaient anonymes, c'était pas comme des comparateurs de prix. Les données, alors ça c'était l'une des conditions, je dirais, sine qua non du fonctionnement du service. C'est qu'il s'agissait bien de donner une représentation des prix, mais sans jamais citer les sources. Faute de quoi ça aurait créé quelques problèmes. Il y aurait pu y avoir de l'espionnage commercial, exactement, des choses comme ça. Donc l'objectif, c'était juste la transparence. C'était la transparence, absolument. Transparence considérée comme étant l'un des facteurs permettant ensuite aux opérateurs de se débrouiller au mieux. Comme j'allais dire, il y a les cours de la bourse qui existent d'une certaine façon. Et donc, mais c'était difficile de les obtenir, ces renseignements. Les gens étaient réticents ou au contraire, finalement, comme ça servait à tout le monde, ils les donnaient. Disons que les débuts n'ont pas toujours été simples, notamment parce que les intérêts qui sont derrière ça sont évidemment divergents selon que l'on se place en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur. Mais progressivement, une habitude s'est acquise et justement les opérateurs étaient satisfaits de constater que les enquêteurs respectaient ce devoir de confidentialité et donc ont eu confiance dans les résultats du service. Et ça a continué, et ça continue toujours d'ailleurs. Oui, il n'y avait pas de risque d'intox ou de vouloir un peu manipuler par les informations qu'on donnait ? Il y a toujours ce risque, c'est évident. Dans les périodes de crise, les opérateurs qui donnent des chiffres voient leur intérêt. L'art de l'enquêteur, c'est de recouper ces informations, d'interroger différents maillons de la filière, de manière à éliminer autant que faire se peut ce risque. Je ne dis pas qu'on y parvienne à chaque fois. Mais au début des années 2000, vous avez été certifié ISO 9002. Alors c'était ISO 9001, si j'ai bonne mémoire. Voilà. C'est un gage quand même de la qualité des informations que vous allez chercher et que vous transmettez. Oui, on a voulu cela, d'une part parce que les entreprises qui étaient à la fois nos fournisseurs de données brutes, mais également nos acheteurs de mercurial, comme on dit, beaucoup de ces entreprises suivaient le chemin de la certification.
Et nous étions un service qui vendions nos mercuriales. Donc on s'est placé dans cette même logique, c'est-à-dire une logique non pas d'administration au sens strict, mais plutôt une logique de service. Et l'objectif, c'était bien de faire reconnaître aussi la qualité du service. Moi, j'ai connu une époque où il y avait des litiges de temps en temps. Quand il y avait un litige sur une mercuriale, il fut une époque, notre arme, c'était de dire nous sommes les spécialistes, donc on a raison. Bon, avouez que c'est un peu court comme argument. Alors, par la certification, on a pu clarifier les méthodes, homogénéiser les méthodes, elles n'étaient pas forcément les mêmes à tous les points de la France, et puis enregistrer de façon systématique les données de base, toujours de façon anonyme, mais il y avait un suivi possible. Et cette certification, je crois qu'on l'a eue de façon totale pour le service en 2006, si j'ai bonne mémoire. Alors vous donnez des fourchettes, vous donnez les prix minimum, les prix maximum et même les prix les plus courants. Voilà, en général, voilà, c'est une fourchette de prix entre le prix minimum, le prix maximum, et puis non pas le prix moyen qui n'a pas grand sens, mais le prix le plus couramment pratiqué. Après ces prix, ces données, ces renseignements, ils sont diffusés à qui? À ceux qui les achètent? Parce qu'en fait... pas uniquement. Pas uniquement. Pas uniquement. Bon, d'abord, en tant que service de l'administration, nous avons été donc jusqu'en 2007 administration du ministère de l'Agriculture. Puis maintenant, c'est France Agrimaire qui a repris le flambeau, mais ça reste un établissement public, donc quelque part une administration. Bien sûr, notre administration a besoin de ces chiffres. Alors, ça peut aller du besoin ponctuel. Je vais citer un ministre est interpellé lors d'une tournée en province par des agriculteurs mécontents. Bon, on lui cite des chiffres de prix. Il rentre et il dit, moi, est-ce qu'on m'a dit la vérité? Est-ce que le marché est bien comme ci ou comme ça? Donc ça, c'est le besoin immédiat. Mais il y a aussi tous les besoins réglementaires. Il y a en effet quelques données, pas considérablement, mais quelques données dont le recueil est indispensable pour répondre à des engagements dans le cadre de règlements communautaires. Je pense au secteur fruits et légumes, où il y a des prix à fournir à Bruxelles. Donc voilà, donc vous les fournissez aux organismes européens? On les fournit aux organismes européens et alors également aux services statistiques, car si vous regardez, les services statistiques travaillent beaucoup par indice de prix. Mais l'indice de prix des fruits et légumes, il est fondé en grande partie sur des données issues du réseau des nouvelles des marchés. Alors vous parliez tout à l'heure des mercuriales qui vous achetaient aussi des données, c'est-à-dire que ces données-là pouvaient être vendues. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous étiez comme une espèce d'agence ou de banque de données et que les gens achetaient les données qui les intéressaient? Oui, absolument. Donc, et par le moyen qui leur paraissait le plus adéquat. C'est-à-dire que on a commencé bien évidemment avec les Telex et le Minitel. On a été gros usagers, si je puis dire, du Minitel. Bon, ensuite, on est passé au fax. Et le fax est resté très longtemps un moyen très privilégié de diffusion. Il y avait une trace? Voilà, exactement. Il y avait une trace, ouais. Moi, j'ai vu travailler des entreprises qui font, je dirais, un gros tonnage sur le marché. Et bien sûr, les opérateurs, ils savent ce qu'ils font. En principe, ils sont dans le marché. Mais de temps en temps, ils ont besoin de s'assurer qu'il n'y a pas de dérive, qu'il y a quelque chose. Alors, donc, le fax, ils l'ont à côté d'eux. Et si quelque part, il y a un écart, ils s'interrogent. Voilà. Maintenant, c'est les mails, Internet. Maintenant, c'est les mails, le site Internet. Le but, toujours, du service a été de diffuser le plus rapidement possible. Ce qui d'ailleurs a posé parfois des problèmes avec les professionnels, il faut bien le dire, parce que sur des marchés volatiles, diffuser un prix de marché, je dirais quelques minutes sur un marché physique par exemple, quelques minutes après la fin du marché, ça pouvait être interprété par certains comme influençant le marché.
Or, l'objectif Parce que- n'était pas là. Parce que ça pouvait permettre aux gens de se caler à la hausse ou à la baisse, enfin d'ajuster leur prix en fonction de... Voilà. Ah oui. Mais d'un autre côté, si on n'est pas dans le temps réel, comme nous disions, eh bien, on a moins d'utilité. Oui, la En pertinence, tout cas, elle est dans... pour les opérateurs économiques. On a toujours la même utilité pour les administrations, les services statistiques, mais pour les opérateurs économiques, il faut être dans le temps réel. Voilà. Si je comprends bien, c'est un thermomètre Oui. à réaction rapide. C'est un thermomètre Exactement. de prix. Oui. Voilà. Et donc, implicitement, ça influence quand même un peu le marché. Ou pas? Non, Non? Bon. non, Hmm. non. C'est de la constatation. Alors, est-ce que transmettre rapidement les constatations influence le marché? Bon, je laisse chacun libre, mais Alors, si ça avait vraiment influencé le marché, je pense que le réseau aurait disparu. disparu. Voilà. On est passé du service des nouvelles des marchés au réseau des nouvelles Oui. des marchés. Qu'est-ce qui a changé en fait dans la réalité? Oh, je dirais que c'est plus une organisation administrative et une certaine cohérence au niveau du suivi des filières. Bon, le service donc, qui était rattaché au ministère de l'Agriculture avait d'abord été un service d'administration centrale. Ce qui était assez curieux puisqu'en fait on avait l'essentiel des agents étaient en province. Alors, dans le début des années 2000, il a été transformé en ce qu'on appelait un service à compétence nationale. Ouais. C'est-à-dire, en fait, rattaché à une administration centrale, mais en fait autorisé à travailler sur le terrain. Et il a été trouvé plus logique, petit à petit, d'une part, de rapprocher les agents du service des directions régionales de l'agriculture, et d'autre part, de rapprocher l'ensemble du service de France Agrimaire, qui résultait de la fusion oui, d'un certain nombre d'offices regroupement, ouais. initialement séparés. Et je crois que ça a bien marché. Enfin, j'ai toujours quelques contacts avec France Agrimaire. Ouais. Et on est bien dans la suite de ce qui a été lancé il y a plus de 50 ans. Et alors, faisons un peu de prospective. Demain, vous voyez l'évolution comment? L'évolution, elle est compliquée parce que pour pouvoir faire des cotations, des mercuriales, il faut d'une part des produits très bien normalisés. Ça, encore, dans le monde actuel, c'est relativement facile. Mais il faut ensuite des opérateurs identifiés en nombre suffisant pour qu'il puisse y avoir justement un mixage des données de différentes origines. Et puis, s'adapter en permanence à l'évolution des filières. Or, ces filières, je rappelle que quand le service a été créé, ce qui était prédominant dans le secteur des fruits et légumes, c'était les marchés de production. C'était les grands marchés de production de Château-Renard, de Cavaillon, par exemple, ou les cadrans bretons de Saint-Paul-de-Léon. Bon, maintenant, on est dans un monde qui a beaucoup changé. Et les marchés physiques ont perdu de leur importance. Et par contre, il y a beaucoup plus de transactions, je ne vais pas dire virtuelles, parce qu'il y a toujours des produits derrière, mais oui. les produits ne sont plus en contact forcément avec les acheteurs. Est-ce qu'il y aurait le besoin d'un service ou d'un réseau des nouvelles des marchés au niveau européen, qu'on puisse savoir aussi rapidement le prix du même produit où il est vendu en Hollande, en Allemagne ou en Italie? Est-ce que... Alors, besoin, oui. Oui. J'ai toujours estimé qu'il y en avait besoin. Mais on ne peut pas dire qu'on soit forcément sur la même longueur d'onde avec nos partenaires, parce que simplement, derrière l'information de prix, il y a un petit peu de stratégie. Donc, avoir en même temps tout ce qui se passe en Espagne, dans les pays consommateurs du Nord, en Italie, en France, ça peut induire des réactions de protectionnisme ou de dissimulation. Alors, on avait essayé, on a le service, dans les années 90, a organisé une conférence européenne. Alors on avait dit des services homologues. Alors, sachant que dans chaque pays, il y a des recueils de prix, mais qui se font avec des pas de temps différents, avec une administration différente. Bon, il y a eu cette rencontre qui a été
assez prometteuse. Mais finalement, les autorités communautaires n'ont pas suivi ce chemin. Parce que maintenant, tout le monde appelle ça la veille. Il faut faire une veille internationale de la façon dont les produits sont vendus. Il fut une époque où le service observait lui-même ce qui se passait, notamment en Allemagne. On avait des observateurs en Allemagne qui étaient en fait rémunérés à la vacation. Alors je ne sais pas si c'était très légal, mais enfin bon, qui nous donnaient le prix des produits en Allemagne des différentes origines, de manière à voir comment on se situait par rapport à ce marché qui était important pour nos produits. Voilà. Alain Jacotot, je vous remercie. Merci à vous.